l'actualité religion, l'ONG chrétienne Excellencia, présidée par Napoléon Ouelly, a organisé son temps de prière dénommé Dieu veut faire 2017. Le pasteur Azaria Nicolas Guédé en était l'orateur. La servante de Dieu Brigitte Atoubou était dans la ville de Beaunois où elle a partagé une fois encore des bibles et des rhapsodies. Nous reviendrons aussi sur le temps de célébration dénommé Atmosphère de louange. Ce temps est initié par le chantre Boniface. En Afrique, une enquête est ouverte à Dakar, au Sénégal, après le mouvement de foule qui a fait au moins 8 morts dans le stade Demba Diop. Enfin, à l'international, la France est en proie à des incendies. C'est le cas de plusieurs pays de l'Europe du Sud. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis au chapitre religion. L'ONG chrétienne Excellencia, présidée par Napoléon Ouelly, a organisé le dimanche 16 juillet 2017 un temps de prière à l'hôtel communal d'Abidjan Cocody. Ce programme d'intercession et d'adoration dénommé Dieu veut faire 2017 a eu pour orateur le pasteur Nicolas Azaria Guédé qui a édifié les participants à travers le thème Jésus change l'eau en vin. Chef d'entreprise, jeune cadre ou mère de famille, le corps du Christ a répondu massivement à l'invitation de l'ONG Excellencia à l'occasion de son temps de prière dénommé Dieu veut faire 2017. Dans l'adoration, les participants ont exprimé leur attachement à l'Éternel. Ils ont aussi longuement intercédé pour leurs familles, leurs entreprises, leurs affaires, afin de franchir un cap nouveau avec Jésus-Christ. Initié par l'ONG Excellencia, ce programme de prière dénommé Dieu veut faire 2017 est à sa 4e édition. L'organisation chrétienne Excellencia, au dire de son président, entend en faire une plateforme d'expression de l'excellence pour Dieu. Et la raison d'être d'une ONG comme celle-là, Excellencia, c'est pour créer des plateformes d'expression de l'Éternel des armées. C'est pour organiser des rassemblements de frères et de sœurs en Christ, pour qu'ensemble, nous puissions célébrer Yahweh. Pour qu'ensemble, nous puissions dire à Yahweh qu'il est notre vie, qu'il est notre Pâques, qu'il est notre sanctification, qu'il est tout pour nous. Pour cette édition, le pasteur Azaria Nicolas Guédé a été choisi pour outiller spirituellement les enfants de Dieu. Il a développé le thème « Jésus change l'eau en vin ». J'ai voulu dans mon intervention donner à mes auditeurs de comprendre que le diable n'a pas le monopole. Si pendant une certaine période il assaille les enfants de Dieu, cela n'exclut pas la grande possibilité que Dieu a de faire dans la vie de ses enfants ce qu'il veut faire. Créée en 2013, l'ONG Excellencia veut surmonter les barrières dénominationnelles dans la promotion de l'excellence au service de Jésus-Christ. Au sein de l'ONG, nous avons des membres de communautés diverses, que ce soit Baptiste Méridional, Baptiste Œuvre Mission, Assemblée de Dieu, His Life Chapel, Vase d'Honneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le simple fait que je vis déjà cela au quotidien et que je sais que l'Église du Seigneur est une et indivisible. Pour les participants qui sont repartis pleinement édifiés, l'initiative de l'ONG Excellencia est à saluer. Nous parlons encore une fois d'évangélisation avec la servante de Dieu Brigitte Atoubou qui a organisé une évangélisation dans la ville de Beaunois, c'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette évangélisation a été l'occasion pour cette servante de Dieu de distribuer une fois encore des Bibles et des rhapsodies. Beaunois, ville située à la périphérie d'Abidjan, a été la cible privilégiée d'une vaste évangélisation menée de main de maître par la servante de l'Éternel, Brigitte Atoubou. Cette évangélisation a été l'occasion pour la servante de Dieu d'offrir une fois de plus des Bibles et de continuer la promotion de la rhapsodie, livrée de prières initiées par le pasteur Chris Oyakilome et destinée à faciliter la compréhension de la Bible. Ce sont donc des personnes de toutes les couches socio-professionnelles qui ont entendu la bonne nouvelle et reçu une rhapsodie.
Parce qu'il croit en Dieu. Il croit en Jésus même. Je dis merci beaucoup à mes frères qui m'ont donné la vie parce que j'avais besoin d'une vie. Sans la parole, on ne peut rien faire. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a créés. Donc, avoir une Bible, en tout cas, c'est une joie pour nous. Jésus-Christ de Nazareth veut faire quelque chose pour toi. Satisfaite de ce merveilleux temps d'évangélisation, Brigitte Atoubou livre ses impressions. Et le but de cette journée d'évangélisation, c'est d'amener les gens à accepter le Seigneur Jésus tout d'abord, à donner leur vie au Seigneur et ensuite nous leur offrons des Bibles et des rhapsodies pour leur méditation quotidienne. Vraiment, nous avons passé un merveilleux moment avec le Seigneur Jésus. Des gens ont accepté Jésus, des gens ont renoncé à leur ancienne vie. Ils sont vraiment de nouvelles créatures. On peut le dire, les habitants de Beaunois garderont un beau souvenir de cette journée. Le temps de célébration dénommé Atmosphère de louange initié par le chantre Boniface s'est déroulé le vendredi 30 juin 2017 à l'hôtel communal d'Abidjan. Cocody, Atmosphère de louange est un temps de communion avec le Saint-Esprit. Atmosphère de louange, moment de célébration du Tout-Puissant. Un concept initié par le chantre Boniface et qui se tient tous les derniers vendredis du mois. À cet effet, le vendredi 30 juin 2017, l'hôtel communal de la commune de Cocody a été le théâtre de ce rassemblement pour louer l'Éternel. Comme son nom l'indique, atmosphère de louange, à la différence d'un concert habituel, est un moment assez particulier pour demeurer dans la présence de l'Éternel. Autre aspect très particulier de cette célébration, pendant la prestation du chantre, des guérisons ont été opérées et des vies ont été restaurées. Atmosphère de louange, rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition, pour la gloire du Tout-Puissant. Sur le continent africain, nous nous rendons au Sénégal où une enquête est ouverte à Dakar après le mouvement de foule qui a fait au moins 8 morts dans le stade Demba Diop. Les autorités sénégalaises ont promis la fermeté contre les responsables de ce drame. Une enquête est ouverte à Dakar après la mort d'au moins 8 personnes suite à un mouvement de foule dans le stade Demba Diop de la capitale. Le directeur du stade et le président de la Ligue de football ont été les premiers à être entendus, assure le procureur de la République sénégalaise. L'enquête, promet Bassirou Gueye, se fera dans le strict respect et dans la fermeté. L'enquête suit son cours et déjà des témoignages ont été recueillis, des films visionnés et des renseignements en cours de traitement. L'enquête sera complète. Aucune piste ne sera négligée. Les responsabilités seront situées. Les enquêteurs devront faire leur possible pour fournir les premiers résultats de l'enquête d'ici 1 mois, une recommandation du président Macky Sall. Le drame survenu samedi soir lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football a fait au moins 49 blessés selon les chiffres officiels. Diplomatie à présent, la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est tenue le 17 juillet 2017 à Ouagadougou. De nombreux accords ont sanctionné cette rencontre. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leur coopération bilatérale. C'est à travers le 6e traité d'amitié et de coopération. Ouvert le lundi 17 juillet 2017 à Ouagadougou, il a été marqué par la présence d'une forte délégation des gouvernements des 2 pays. Cette rencontre qui réunit les chefs d'État ivoiriens et burkinabés Alassane Ouattara et Roch Marc Kaboré vise à instaurer un partenariat dynamique qui garantisse la stabilité politique et la prospérité économique des 2 États. À ce jour, plus d'une 60aine d'accords ont été signés. En outre, nos 2 gouvernements ont, depuis les 3e et 4e conférences au sommet de notre traité, décidé
de la mise en œuvre de projets. À travers ce 6e traité, les gouvernements ivoiriens et burkinabés réitèrent leur volonté de rapprocher davantage leur peuple. Ceci à travers la création d'un cadre de concertation permanent devant faciliter l'intégration dans l'espace CEDEAO. Nous devons nous atteler, au regard de nos potentialités, à bâtir un espace communautaire intégré et développé, mais aussi à mutualiser nos efforts pour faire face aux défis communs que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme. Pour rappel, c'est en juillet 2008, sous l'impulsion des anciens présidents Blaise Compaoré du Burkina Faso et Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire que ce traité a été institué. Les travaux de cette rencontre de haut niveau se poursuivront jusqu'au 18 juillet. Au Cameroun, les pygmées Baka qui habitent depuis des siècles la forêt tropicale du bassin du Congo sont les premières victimes de la déforestation. Les Baka, autrefois nomades, sont aujourd'hui obligés de se sédentariser. Un manteau vert au cœur des 250 millions d'hectares du bassin du Congo. Deuxième forêt tropicale après l'Amazonie. Vue du ciel, ici dans l'est du Cameroun, les ravages de la déforestation. Chaque année, plus de 20 000 hectares rasés. Et chaque jour, des centaines de billes de bois coupées, emmenées par camion sous le regard des premiers habitants de cette forêt, les pygmées Baka. Des pygmées vivant désormais au bord de la route, chassés de la forêt, privés de leur tradition de chasse et de cueillette, obligés d'être sédentarisés. Chaque semaine, ceux-là reçoivent la visite d'Hélène, devenue porte-voix des souffrances de sa communauté. Pygmée elle-même, une activiste muée en avocate pour dénoncer leurs conditions de vie. Regardez où vit ma communauté. On a dit qu'il y a des choses qui sont payées, on verse des millions. Est-ce que c'est ça, le fait de venir vivre en bordure de route? Des pygmées coincés ici entre des dizaines de concessions attribuées à des sociétés forestières et des aires protégées par l'État, deux territoires qui leur sont interdits d'accès. Ici, il y a ma communauté, la communauté Baka dont je fais partie, qui vit entre une unité forestière d'aménagement et la réserve de biosphère du Dja. Et là, ça fait problème parce que la communauté ne peut pas entrer dans une UFA, mener une activité forestière, c'est-à-dire la chasse, la cueillette. Et de l'autre côté, aussi dans la réserve, c'est strictement interdit, où les populations n'ont pas le droit d'aller exercer leur droit d'usage. Ils ne peuvent pas chasser là-bas, ni à gauche, ni à droite. Plus loin, le site d'une de ces sociétés forestières, Palisco, l'une des plus anciennes qui exploite le bois camerounais depuis 45 ans, mise en cause par les ONG qui l'accusent de priver les pygmées de leur territoire. Ce dont se défend le directeur du site. On est une des rares compagnies forestières, je pense, dans ce pays à faire des réalisations qui soient visibles et qui aient un impact réel, on va dire, dans le développement du pays. Paul Lagoutte veut nous montrer une des réalisations de l'œuvre sociale de son entreprise. Une école qui lui aurait coûté 10 à 12 000 euros. Une salle de classe offerte il y a 6 ans aux populations locales, dont les pygmées. Bonjour, le bâtiment est bel et bien là. L'année à laquelle il a été construit et cédé à la population est marquée. Et donc il est stipulé que c'est bel et bien un don de nos sociétés. Mais d'après les ONG, ce type d'école est peu fréquenté par les pygmées, pas adapté à leur style de vie. Peu formés, peu qualifiés comme Pierre, les pygmées sont condamnés aux travaux manuels, exploités par les autres ethnies. On est arrivé à la maison. Il est venu retaper cette maison pour un salaire de misère, 500 francs CFA par jour, à peine 75 centimes d'euros. C'est 500 la journée. 500 francs la journée. C'est peu, je souffre beaucoup. 500 francs la journée, ce n'est pas l'argent. Une précarité économique sur laquelle vient se greffer des drames sociaux comme l'alcoolisme. Des sachets d'alcool souvent frelatés, très bon marché, consommés par de plus en plus de pygmées. J'ai pris ça, parce que c'est bon, ça c'est un truc bon, je prends. Oui, c'est bien. L'alcool comme un refuge, une idée combattue par le pasteur Kaba qui ne cesse d'enterrer des pygmées victimes de cette addiction. Vous voyez ici, c'est l'un des tombeaux que
l'un de notre membre a pris le vin et il est mort à cause de ça. Cela mène à la débauche. Pour tenter de stopper l'alcoolisme et l'usage d'autres drogues, pour sauver cette communauté, le pasteur organise 2 fois par semaine une causerie autour de la Bible. La Bible, dernier salut des Pygmées, à en croire le religieux. On est là pour les sessions qu'on enseigne contre l'alcoolisme. Et nous avions confiance que par la parole de Dieu et aussi par la puissance du Saint-Esprit, il est capable de toucher le cœur pour qu'ils vont s'ouvrir, pour que Dieu doit leur donner la force pour sortir de cet esclavage. Dieu, présenté comme le seul sauveur pour des Pygmées qui tentent de résister à leur sédentarisation forcée hors de leur forêt. Mais un peuple qui veut préserver ses traditions, comme un appel au secours, pour ne pas devenir des étrangers sur leur propre terre. L'Ouganda est le seul pays de l'Afrique de l'Est ne disposant pas de salaire minimum. Les populations ougandaises attendent toujours la réalisation de cette promesse gouvernementale. Un salaire minimum, c'est ce que réclament les citoyens ougandais. En juillet 2015, le gouvernement avait mis en place un conseil consultatif sur le sujet afin de réfléchir sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Déjà, des fuites dans la presse ougandaise mentionnent un salaire minimum qui pourrait peut-être s'élever à 136 000 shillings, soit environ 30 €. Femmes de ménage, travailleurs agricoles et employés dans l'industrie sont les plus concernés. L'Ouganda est un pays un peu plus particulier, si on veut se référer au plan démocratique. Toutes les institutions ne sont pas encore mises en place pour que ce pays puisse appliquer les règles qui puissent bénéficier aux travailleurs. Donc ces conditions font que l'Ouganda se spécialise ou bien se particularise des salaires aux fonctionnaires. Donc voilà ce qui explique brièvement le fait que l'Ouganda n'a pas pu ou bien n'a pas encore adapté certaines règles pour pouvoir bien rémunérer ses employés et ouvriers. Si les Ougandais demandent la mise en place d'un salaire minimum, c'est pour éviter les rémunérations de misère dans le pays. Le salaire moyen, lui, s'élève à 200 000 shillings. Pour l'instant, le gouvernement ougandais semble hostile à cette idée et évoque, en raison de cela, une éventuelle fuite des investisseurs. Ce salaire minimal ne peut pas constituer une source de difficulté pour les entreprises. Mais si dans l'avenir, ce salaire minimum arrivait à être augmenté du fait des luttes sociales à un niveau, ça peut devenir une contrainte pour la plupart des pays. Le salaire minimum modèle libéral d'économie est fixé par les conventions collectives qui réunissent les gens. Le niveau du salaire minimum va être toujours discuté par les 2 parties ou les 3 parties si on veut inclure l'État. Et de cette manière, on aura une gestion du salaire minimum qui soit compatible avec les paramètres de l'économie nationale. Le salaire minimum n'ayant jamais existé en Ouganda auparavant, pour l'heure, l'Organisation nationale des syndicats est optimiste en ce qui concerne ce sujet et espère voir voter dans les semaines à venir une loi afin de débuter les négociations avec le gouvernement. Au Kenya, les autorités ont intensifié la lutte contre les drogues et les substances chimiques. À Nairobi, la capitale, un centre de désintoxication appelé Serenity Place aide les toxicomanes à s'en sortir. C'est dans la périphérie de la capitale kenyane Nairobi que se trouve le Serenity Place, un centre de désintoxication où sont réunies des personnes ravagées par la drogue, mais qui ont décidé de s'en sortir. Elisabeth Ndiema, 25 ans, a rejoint le centre il y a 4 semaines après avoir pris conscience de son addiction à l'alcool. Ça a d'abord commencé par un verre en soirée, mais c'est très vite devenu une habitude. J'ai commencé à avoir un mauvais comportement, à manquer l'école et mes notes ont chuté. Un soir, alors que je rentrais et que j'étais saoule, j'ai eu un accident et je m'en suis sortie avec des cicatrices sur le visage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de demander de l'aide. Une expérience qui lui a permis de réaliser la gravité de sa situation. Avec l'aide de sa mère, elle se dirige vers le Serenity Place pour mettre fin à son addiction.
Pour 600 $ par mois, le centre de désintoxication accompagne les patients hospitalisés dans un long processus de guérison. Le centre de réhabilitation est indispensable pour les toxicomanes. Ils ont malheureusement tendance à vouloir baisser les bras quand ils tentent de s'en sortir par leurs propres moyens. Ici, ils ne peuvent pas abandonner car ils reçoivent du soutien. Quand ils arrivent ici, ils sont encadrés par des conseillers préparés professionnellement. Le gouvernement kényan, par l'intermédiaire de l'autorité nationale pour la campagne contre l'abus de drogue, veut lutter contre l'alcoolisme et les troubles de la consommation. Afin de valoriser la sobriété, des campagnes de sensibilisation sont organisées dans le pays. Ouvrons à présent la page internationale de ce journal. La France, comme certains pays de l'Europe du Sud, est touchée par des incendies en ce début d'été. En Croatie et en Italie, ces incendies ont donné lieu à des catastrophes. Derrière cet épais nuage de fumée, la baie de Split en Croatie. Cette région de la côte adriatique est en proie aux flammes. Lundi soir, le feu s'est dangereusement approché de la ville, heureusement sans faire de dégâts. En tout, 4500 hectares de pinèdes ont été détruits. Au Monténégro voisin, mardi matin, les feux seraient désormais sous contrôle d'après les pompiers. C'est en fait une partie de l'Europe du Sud qui est frappée par les incendies. Au Portugal, quelques semaines après le feu de forêt le plus meurtrier de son histoire, les brasiers se multiplient à nouveau au nord du pays. Lorsque les pompiers parviennent à en éteindre certains, le feu laisse derrière lui un spectacle de désolation. J'ai tout perdu pour l'agriculture, tout perdu. Il ne reste rien. Ma voiture a brûlé, ma maison aussi. C'est une situation dramatique. En Italie, la situation est aussi critique, notamment dans la région du Latium, près de Rome. Un parc naturel apprécié des Romains a brûlé. Les enquêteurs ont arrêté un homme qui serait à l'origine de l'incendie. La côte de la région napolitaine est également touchée. 16 foyers seraient actuellement combattus par les pompiers à travers le pays. L'Union européenne souhaite un renforcement des frontières dans la région du Sahel. L'UE milite pour une meilleure coopération entre les organismes en charge des migrations. L'Union européenne souhaite un meilleur contrôle des flux migratoires par la Libye. La chef de la diplomatie européenne évoque ainsi un renforcement des frontières dans la région du Sahel, mais elle souligne aussi la nécessaire coopération avec les organismes internationaux. C'est grâce à leur travail au sud de la Libye, en particulier au Niger, que nous avons vu une diminution des points d'accès du Niger vers la Libye. C'est aussi le résultat de la coopération entre les autorités du Niger et les autorités locales. Pour le Bureau européen d'Amnesty International, cette approche, centrée uniquement sur la fermeture des frontières autour de la Libye, est inefficace. L'ONG préfère la mise en place de voies légales pour permettre aux migrants de rejoindre en sécurité l'Europe. Plus les murs seront hauts, plus les échelles seront hautes pour permettre aux gens de passer par-dessus. Il est évident que tant qu'il y aura de la violence, des conflits, des crimes de guerre et une pauvreté désespérante, les gens continueront à fuir et ils continueront d'avancer. Il faut une approche plus complète. Ne peut-on pas offrir des visas, des formations, des réinstallations ? L'Union a décidé de prolonger sa mission d'assistance auprès de la Libye pour l'aider à contrôler sa frontière au sud du pays. Les 28 ont aussi pris des mesures pour briser le modèle économique des passeurs. Au Moyen-Orient, les violences à Mossoul ont entraîné la dislocation de nombreuses familles. Selon l'UNICEF, plus d'1 millier d'enfants ont été séparés de leurs parents. Ils attendent désormais dans des camps de déplacés. Aujourd'hui, c'est au jour de Imad, 17 ans, de cuisiner pour ses camarades du centre pour adolescents dans ce camp de déplacés au sud de Mossoul. Tous ont été séparés de leurs familles en fuyant des zones tenues par le groupe État islamique. Ici, des ONG leur apprennent à se débrouiller par eux-mêmes. Ils nous donnent des cours de cuisine et de pâtisserie. Nous avons un emploi du temps. Chaque jour, 2 personnes s'occupent de la nourriture. Aujourd'hui, c'est à moi de cuisiner. Pendant mon temps libre, je travaille et j'apprends plein d'autres choses. Selon les Nations Unies, plus d'1 millier d'enfants de moins de 18 ans ont été séparés de leurs parents par les combats à Mossoul. Beaucoup ont dû abandonner l'école. Ici, ils prennent des cours d'anglais et d'informatique pour rattraper leur retard. Les enseignants nous traitent bien. Ici, c'est comme ma maison maintenant. Les jeunes réapprennent aussi des principes de base, comme le fait que la musique n'est pas interdite par la religion.
Selon le coordinateur du centre, ils sont souvent victimes de sérieux traumatismes. Ils souffrent de nombreux troubles psychologiques, comme le stress post-traumatique ou un déficit de l'attention. Des enfants de 8, 9, 10 ans souffrent de déficit de l'attention et malheureusement, la plupart ont des troubles du sommeil. Le 10 juillet, le Premier ministre irakien a annoncé la victoire de l'armée sur les djihadistes à Mossoul, 3 ans après que l'EI ait pris contrôle de la ville. Mais les civils ont encore un long combat à mener contre les séquelles de la guerre. Sur le continent américain, en Argentine, des chutes de neige historiques ont provoqué des coupures de courant, perturbant la circulation sur les routes et dans les airs. L'Argentine connaît des températures glaciales. Changement de décor. Dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver et l'Argentine expérimente des températures glaciales. Moins 25 degrés à Bariloche et dans la station de ski de San Martín de los Andes en Patagonie. Un record jamais égalé depuis 1963. Les chutes de neige historiques ont provoqué des coupures de courant, perturbent la circulation sur les routes, mais aussi dans les airs. Des centaines de passagers sont restés bloqués à l'aéroport de Bariloche et ont dû dormir sur place, sans chauffage. À San Martín de los Andes même, les touristes profitent des joies simples de la neige, à défaut des pistes fermées car trop dangereuses. C'est sur ces images que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.